Bonjour, bienvenue pour cette sixième vidéo pendant le confinement. Alors comme vous pouvez le voir à l'écran, on va faire de l'Excel cette fois-ci. Je sais que vous avez déjà eu plusieurs fois des cours, des présentations Excel données au club par Philippe ou Jacques je ne sais pas exactement. Il y aura donc certaines choses que je vais montrer ici que vous avez déjà vues, peut-être d'autres non. En tout cas, vous aurez une approche différente. Je vais faire pas mal de choses, sans forcément entrer dans les détails. Ça va permettre d'avoir peut-être un aperçu de différents éléments qu'on peut réaliser. Et éventuellement, si il y avait des points que vous désirez approfondir ou qui vous intéressent, et bien en fait vous pourrez me faire la demande et moi je verrai pour faire quelque chose qui est un peu plus long. Alors le cours, c'est pas n'importe lequel. C'est pas un vrai cours en réalité que je vais vous proposer, ni une vraie présentation. En réalité, dans mon entreprise, il arrive qu'on doive recruter des secrétaires ou des assistantes et elles ont besoin de savoir utiliser Excel. Donc, pour pouvoir vérifier leur niveau, j'ai préparé un test qui n'est pas évident du tout, c'est-à-dire que je ne m'attends pas à ce qu'elles sachent réaliser forcément tout. Si elles y arrivent, c'est super, mais pas forcément tout. Mais en tout cas, ça donne une idée un petit peu de ce qu'elles connaissent pas, et éventuellement, si on les prend, de qu'est-ce qu'il y a à compléter comme élément de formation. Donc je vais mettre l'énoncé de l'exercice, alors en pièce jointe, alors je ne sais pas d'où vous regardez la vidéo, je vais essayer de la mettre en pièce jointe d'Excel, même si c'est un lien, je ne sais pas trop, je vais voir ce que je peux faire. De toute façon je vais vous le relire hein, au fur et à mesure, comme ça vous n'avez pas besoin de le lire. Vous pouvez le lire que si vous désirez faire l'exercice avant. Enfin bon, c'est pas trop le sujet ici, hein. Alors, la première partie, c'est la mise en place. On va créer quelque chose d'assez simple. Vous allez voir que c'est progressif. Ça veut dire que au début, je vais peut-être utiliser des choses qui ne sont pas forcément très propres ou on verra mieux par la suite, sans que je revienne dessus. Mais ça permet de démarrer simplement et d'aller vers des choses un petit peu plus, pas forcément complexes, mais plus propres, on va dire, plus propres et plus rapides, plus efficaces et parfois même plus simple. Alors la première chose, c'est que je suis dans Excel, j'ai une seule feuille qui s'appelle feuille 1. Je vais commencer par la renommer. Bah oui, c'est pratique de renommer une feuille. Alors, je double-clique dessus et je tape son nom. Je vais l'appeler données avec un S 1. C'est ma feuille de données 1. D'ailleurs, non, dans l'énoncé, je ne mets pas de 1, donc je ne vais pas mettre de 1 ici, je vais mettre données. Voilà. Alors à quoi ça sert de nommer une feuille? Et bien en fait, c'est que d'une feuille à une autre dans Excel, on peut être amené à copier l'information. Et la copier par son nom, feuille 1, feuille 2, ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Parce qu'après, quand on relit la feuille et quand on a plein de feuilles, qu'on relit les formules, on ne sait plus à quoi ça correspond. Alors que si on les nomme, bah, au moins on sait de quoi on parle. Donc première chose, j'ai renommé données 1. Données. Ensuite, si on a beaucoup d'onglets, on peut vouloir les catégoriser, mettre des catégories pour les repérer. Le plus simple, c'est d'utiliser des couleurs. Donc là, je vais la mettre en couleur verte. Donc je fais ça, clic droit, couleur d'onglet, et je vais prendre un vert. Voilà. Alors ça se voit pas bien parce que on voit légèrement vert, mais parce que en fait il est sectionné. Si j'en crée une deuxième feuille, vous voyez bien qu'elle est bien verte. Alors je vais supprimer la feuille que j'ai créée, c'est pas le but. Hop. Voilà. Ensuite, je vais mettre un titre à ma feuille parce que quand on a plein de feuilles, le texte en bas n'est pas toujours suffisant. Il est limité, hein. On ne peut pas faire des grands noms dans les onglets. Test Excel. Je peux même éventuellement mettre des informations complémentaires. Par exemple, moi j'aime bien ici, c'est mettre la date où on l'a fait. Par exemple, alors je crois que si je me rappelle bien, si je fais CTRL I. Ah non, ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Égal la date. Donc on est le 8 5 2020. Et ensuite, alors c'est pas forcément très propre, hein. Quand on le lit ici, on se dit mais c'est quoi cette dette là? C'est parce qu'il n'y a pas de mise en forme. On va faire de la mise en forme après pour que ce soit plus joli. Ensuite, je vais... ah bah si, c'est tout de suite la mise en page. Donc le titre, je vais le mettre en style. Je vais lui mettre un style graphique pour que ce soit, pour qu'on voit que ce soit un titre. Donc évidemment, je peux m'amuser avec les couleurs, ici, changer la couleur du texte, le gras, l'italique, tout ça. C'est pas pratique. En fait, ça empêche d'avoir une certaine cohérence dans les différentes feuilles et on s'y retrouve pas facilement. On verra ça si je fais une fois une petite formation sous Word, parce que je compte bien faire la même chose sous Word. Je vais utiliser un style de cellule, un style prédéfini.
Voilà, il y a plein de styles prédéfinis, c'est pratique, il y en a suffisamment pour faire de la mise en page propre. Donc là, je vais utiliser un titre parce que c'est le titre de ma page. Et en dessous, la date, je vais la mettre avec un autre style de cellule en texte explicatif. Voilà. Alors, j'ai même pas besoin de mettre de libellé, hein, c'est beaucoup plus clair comme ça. Ensuite, je vais commencer à créer un tableau à partir de A3. Je vais créer des commandes. Moi, il y en a plusieurs. Nombre de commandes. Nombre commandes. Le CA. Les paiements. C'est pas la même chose, hein, c'est ce que j'ai acheté, ce qui m'a été payé, c'est différent. Et on va mettre les premiers mois, enfin on va mettre tous les mois de l'année. Donc je mets janvier. Je vais pas m'amuser à écrire février, mars, avril, c'est long. Non, non, Excel il sait reconnaître certaines choses, il sait reconnaître les mois notamment. Donc je prends janvier, je fais sur la petite accolade qui est à côté, et je tire, hop, vous voyez, il me met en commentaire à côté, là, en title, l'information. Donc je vais aller jusqu'à décembre, et je lâche. Et voilà, j'ai créé mes valeurs. Ensuite ici je vais mettre des valeurs d'exemple. Alors je ne vais pas vous les saisir un par un, ce serait beaucoup trop long, je vais les copier-coller depuis l'énoncé. Hop. Voilà, comme ça j'ai les données. Je vais changer le format du CA et des paiements, parce que c'est des chiffres ici, mais bon, c'est des nombres, c'est de l'argent quand même, c'est pas un format très pratique. Alors la première chose que je peux faire, c'est que je peux dire que en fait, je veux avoir un nombre de virgules qui soit constant. Pour ça, vous avez ici plus et moins, là, qui permet d'ajouter ou de retirer des décimales. Donc je vais ajouter une décimale. Ah, il y en a beaucoup trop, il m'a mis ça par défaut. Je vais en supprimer, hop, hop, hop. Voilà, ça c'est beaucoup plus propre. Et ensuite, ce que je veux, c'est avoir un séparateur pour les milliers, parce que là, je repère pas beaucoup les milliers. Par exemple, la 6166, on ne voit pas bien. Donc, je clique simplement sur le séparateur de milliers, et je les ai. Et voilà, là, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus correct. Alors, ce qui serait bien, c'est d'ajouter aussi le symbole euro, ce qu'on peut faire, mais en fait, on va faire tout en une seule fois. Je reviens en arrière avec des CTRL-Z, hein, des annulés, hop. Voilà, ça c'était mes données au début. Et dans les styles ici, vous avez des styles standards, vous pouvez même créer les vôtres, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, hein, s'il y a demande on le fera. Mais on a le format monétaire et le format comptabilité qui sont assez pratiques. En fait, vous l'avez même déjà ici, tellement il est souvent utilisé. Donc hop, je clique dessus et j'ai automatiquement mes deux chiffres après la virgule, j'ai mon séparateur de milliers et j'ai le symbole euro. Hein. Ce qui ne change pas la valeur, hein, vous voyez bien, la valeur c'est 1628,4 et non pas 1001 espace 628,40 espace euro. C'est pas comme si je l'avais tapé en texte. Si je le tape en texte, je ne peux plus faire d'opération dessus. Il ne faut pas confondre le format d'affichage et le type de la donnée. Là, le type, c'est bien un nombre. Et sa représentation, ce que j'ai demandé, c'est celle-ci. Alors, ensuite, je vais fractionner l'affichage. C'est quelque chose qui n'est pas forcément connu. Pourtant, c'est très ancien dans Excel et c'est très pratique. Vous allez voir pourquoi. Je vais me positionner là. Et je vais aller dans Affichage. Pourquoi c'est... Ah oui, parce que je suis en mode saisie. Hop, donc. Ici, j'ai le fractionné. Fractionné. Regardez, il m'a mis des traits, là, sur le côté de la cellule qui était sélectionnée. Et je vais figer les données, les volets, pour que ça bouge plus, ça. Hop, voilà. On a l'impression de revenir à la même chose, sauf que je ne suis pas la même chose. Regardez, si je scrolle vers le bas, les premières lignes restent, c'est-à-dire que les lignes qui étaient avant le fractionnement, elles sont présentes. Ce qui veut dire que je peux avoir autant de lignes que je veux, j'aurai toujours mes énoncés qui sont visibles. C'est très pratique. Et dans l'autre sens, également. Voilà, ça c'est un truc très important quand on a beaucoup de données, il faut absolument avoir ce genre de choses, sinon on s'y perd très vite. Bien. Alors ça, c'était la première partie de la mise en place. Donc là, j'ai un tableau qui est... Pardon, c'est pas un tableau pour le moment. C'est un tableau pour moi, c'est pas un tableau pour Excel. C'est une feuille de données dans laquelle il y a certaines colonnes qui sont remplies et d'autres qui ne sont pas remplies. On verra les tableaux à proprement parler après. Maintenant, je vais faire des formules et de la consolidation. Oui, parce que là, j'ai tapé aucune formule, donc l'Excel, là, il est très limité, il permet juste d'avoir des valeurs et elles sont mises en forme. Bon, c'est joli, ça sert à imprimer, mais ça ne permet pas vraiment de travailler. La première chose que je vais faire, c'est que je vais calculer le pourcentage
qui va m'indiquer les paiements par rapport au CA. On est bien d'accord que ça n'a pas de sens réel, parce que ça peut être des paiements sur des commandes du mois précédent, hein, ou des mois précédents. Mais ça donne une idée de comment évolue la trésorerie par rapport aux commandes, quoi. Alors, dans un vrai tableau, je ne ferai pas ça, hein. Donc, je vais l'appeler pourcentage. Et je vais indiquer que le pourcentage, c'est le paiement divisé par le CA. Ça pourrait être l'inverse, hein. Là, j'ai choisi le paiement divisé par le CA. Pour ça, logiquement, on peut aller dans Formule et on peut commencer à aller chercher des choses à l'intérieur. C'est un peu compliqué. On fait juste égal et on va taper normalement une formule. Ben, je vais le faire à la souris. Enfin, en partie à la souris. Je vais dire que c'est les paiements. Donc, mon paiement de cette ligne-là, c'est celui-là. Ça, c'est 56. Et remarquez, il met D4 et non pas 156, c'est-à-dire qu'il met la formule D4, donc quand la valeur de paiement changera, ben la valeur du D4 changera, divisé par, vous l'avez deviné, C4. Je fais entrer. Il me met 1, bah oui, là c'est la même valeur, hein. Si je mets ici une autre valeur, si je mets 50, évidemment je me retrouve avec une valeur complètement différente. Et c'est évalué en, et c'est évalué en temps réel. Il y a moyen, quand on a des très gros tableaux qui sont à calculer, de ne pas lui dire de le calculer tout le temps et d'avoir un bouton pour le faire quand on veut. Mais il faut vraiment avoir des données phénoménales pour vous donner ça. Excel est très très performant. Donc je vais le refaire parce que je voudrais vous montrer quelque chose. Égal. Là je ne le fais pas à saut, je le fais au clavier parce qu'Excel c'est quand même pratique au clavier. J'ai juste appuyé sur la flèche de gauche. D4, il est bleu. Et la cellule que j'ai sélectionnée, vous voyez, il l'affiche en bleu. Divisé par, je vais à gauche. Et voilà, C4 il me le met en rouge, et la colonne sélectionnée est en rouge. Comme ça, ça permet de bien voir ce qui se passe. Je vais copier cette formule sur toutes les lignes. Alors, j'ai pas les mêmes valeurs, effectivement, alors là j'ai deux fois la même valeur. Ici, j'ai des valeurs différentes. On va prendre un qui est vraiment très différent. Il n'y en a pas beaucoup. Celui-là, le 0,89, bon, on a quand même une différence. Et regardez la formule, D9 divisé par C9, c'est-à-dire qu'il l'a adapté lui-même. Bien sûr. Normalement, vous connaissez ça, hein. Je répète les explications comme si vous ne le connaissiez pas, c'est parce qu'il y a différents niveaux, mais logiquement, ça, vous devez déjà connaître. Ensuite, c'est gentil comme affichage, mais c'est pas très parlant. C'est les pourcentages. Donc moi, j'aimerais bien que la valeur ne soit pas entre 0 et 1, mais entre 0 et 100. Ben, c'est simple, je les sélectionne et je demande l'affichage au format pourcentage. Et voilà, j'ai des pourcentages. C'est bien. On verra plus tard comment le rendre encore plus visible. Enfin, cette colonne-là ou une autre, peu importe. Ensuite, on va ajouter une colonne panier moyen qui va au format comptable, et c'est le CA divisé par le nombre de commandes. Donc, panier moyen, c'est égal au CA divisé par le nombre de commandes. Alors, comme j'avais déjà du format comptable, bah, il m'a... Ah, attention, c'est pas le bon bouton ça, CTRL Z, ici. Comme j'avais déjà du format comptable, il est resté en format comptable, j'ai pas besoin de le remettre. Très bien. Ensuite, on va faire une colonne plus compliquée, la colonne progression. Elle va valoir oui ou non. Le oui, c'est si alors c'est si quoi ce que j'ai demandé? Si le panier moyen, il a augmenté. Et non, c'est s'il a baissé. C'est plus compliqué. Parce que déjà, je tiens compte deux colonnes. Et là, je sais pas un calcul, c'est pas un plus, un moins, tout ça, c'est du conditionnel. Donc on va faire, c'est presque de la programmation, c'est un début de programmation. Donc égal pour commencer une commande. Et je vais lui mettre une condition. Une condition en français, généralement, ça s'exprime par si. Et bien là, c'est ce qu'on va faire. Si. Alors il y a des aides, hein. Là je vais le faire directement. On voit si une condition que vous avez spécifiée est vraie et faux. Donc si le panier de cette ligne est supérieur, pas supérieur ou égal, supérieur à celui du dessus, F4. Et dans ce cas-là, regardez ce qu'il me met, si test logique, donc là j'ai un test logique, F5 supérieur à F4, ça va renvoyer vrai ou faux, donc c'est un test logique. La valeur si vraie, avec un point virgule, la valeur si vraie. Je vais mettre oui, je dois le mettre entre
guillemets, hein, parce que c'est pas, il faut qu'ils comprennent ce que c'est pas une variable, hein, ça c'est de la programmation. Point virgule, si c'est faux, je veux non. Je ferme ma formule, je valide par entrée, et j'ai effectivement ici un oui parce qu'elle est plus grande. Si je recopie jusqu'en bas, j'ai des oui et des non. Prenons le non ici, effectivement 45 est inférieur à 110. Et vous voyez, il a aussi adapté les numéros des lignes automatiquement. Alors je ne l'ai pas fait pour janvier puisque j'ai pas le mois de décembre du mois précédent. Et maintenant, on va faire une colonne vérifiée. Cette colonne, elle amène quelque chose, c'est que c'est pas un calcul. On doit le remplir à la main. On doit dire oui ou non. Sauf que bah, là, la personne, elle peut très bien me saisir peut-être. Ça ne m'arrange pas. Moi, je veux qu'elle saisisse oui ou non, et pas autre chose. Donc, on va voir comment contraindre la saisie d'une valeur, oui ou non, dans une feuille Excel. Pour ça, j'ai besoin de définir à l'avance ce que c'est qu'un oui, les valeurs que je veux obtenir. Là, en l'occurrence, oui, non, mais ça pourrait être plein d'autres valeurs différentes. Donc, normalement, il faut que j'aille les mettre quelque part, oui, non, et je vais utiliser ça ailleurs. Je vais utiliser ça ici, pardon. Je pourrais les mettre là, mais ça va me polluer. Moi, je veux rien voir dans ma feuille. Je veux pas des trucs autour qu'on comprend rien. Donc, je vais le mettre dans une autre feuille que je cacherai plus tard. La feuille, elle s'appelle outils, avec un S, parce que je pourrais très bien en mettre plusieurs. Je vais créer les oui-non. Et je vais mettre la valeur oui. Ah, pardon, il m'a auto-saisi, auto-complété, oui, et la valeur non. C'est les deux valeurs que je veux qu'on puisse saisir. Donc ça, je vais m'en servir après. Je sélectionne ici toutes les cases que je veux contraindre et je vais aller dans les données. Dans les données, il y a ici un certain nombre d'opérations de vérification qui sont intéressantes, notamment ici la validation des données, qui va permettre de mettre des règles pour vérifier si une donnée, une cellule, elle est considérée comme valide ou pas, selon mes règles. Je clique dessus, et là, tout est autorisé par défaut. C'est comme ça, c'est normal, dans Excel, on peut tout mettre dans une colonne. Mais on peut très bien dire, non, non, moi je veux que tu mettes des nombres, et sans virgule, hein, et on peut même dire compris entre telle et telle valeur, ou supérieur à, ou bref, il y a plein de fonctions. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est la liste, parce que j'ai une liste de valeurs, oui ou non. Hein. Je vais dire que si jamais c'est pas rempli, c'est pas grave, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore, on ne s'est pas encore occupé de cette ligne, je veux pas d'erreur. Et une liste déroulante dans la cellule, ça va permettre d'avoir les propositions. On va voir ça après. Et je dois remplir la source. Alors la source, c'est de l'Excel. Ici, j'ai le petit bouton pour aller chercher où elle est. Je clique dessus et il me demande d'aller chercher la source. La source, elle est dans Outils. C'est oui, non. D'ailleurs, vous voyez, il marque Outils, point d'exclamation, c'est le nom de la feuille et non pas feuille 02 comme on aurait pu avoir si on avait utilisé, si on avait laissé les valeurs par défaut. Du coup, ici, je vois bien dans ma formule, hein, quand je reviendrai pour voir ce que c'est, bah, je saurai d'où ça vient. Et je vais juste valider. OK. Alors j'en profite tout de suite. L'outil, j'en aurai plus besoin pour le moment, donc je vais le masquer. Comme ça, les personnes qui arrivent sur mon tableau, elles ne sont pas perturbées par ça, elles n'en ont pas besoin. Elles n'ont que la feuille de données. Alors, vous voyez, j'ai une petite combo box maintenant à côté. Box, pardon, une petite flèche. Et quand j'ouvre, j'ai les valeurs oui ou non qui me sont proposées. Donc je peux dire que celle-là, elle a été vérifiée. Je peux dire que celle-là, elle n'a pas été vérifiée. Je peux le taper au clavier, oui. Je peux le taper au clavier, non. Si je tape autre chose, par exemple autre, ah, erreur, ça ne correspond pas, j'ai pas le droit. Alors essayer, ça me fera la même erreur, bien sûr. Hein. Donc, annuler. Et les cases vides, il ne me dit rien. Hein, si je prends celle-là, que je la rends en vide, voilà, il ne va pas râler. Ça me contraint. Par contre, j'ai pas beaucoup d'informations. Je vais améliorer un petit peu ça. L'exercice que je demandais, c'était tout, mais ici, on va regarder un petit peu les fonctions de validation. Encore une fois, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que ce n'est pas l'objet du cours, mais je vais vous en expliquer quelques-unes. Donc, sur la validation, je peux ici mettre un message de cellule. Quand la cellule est sélectionnée, je peux dire que ici, c'est vérifié. Mettre oui si la ligne a été vérifiée. Mettre non, sinon. OK. Et voilà, ici, vous voyez, j'ai la doc en dessous. Alors, c'est pratique
surtout quand on fait ça pour des débutants qui ont on leur fournit un tableau à remplir, mais ça prend de la place, et puis plus la règle est longue, plus ça va prendre de la place, c'est pénible d'avoir ça qui se balade tout le temps. Donc je vais faire autre chose, donc je vais sélectionner ma zone, je vais faire validation des données, je vais retirer ce truc-là. Attendez, je vais quand même copier le texte parce que je vais en avoir besoin. Hop. Voilà, et je vais regarder dans les messages d'alerte. Et là, ici, je peux mettre un message avec le titre vérifié. Ok. J'ai plus l'élément. Si je tape autre chose, peut-être, j'ai toujours l'erreur, sauf que l'erreur, bah, c'est la mienne maintenant. Vérifier, mettre oui si la ligne a été vérifiée, mettre non sinon. C'est déjà beaucoup mieux. Juste une petite chose intéressante. Il y a plusieurs modes de fonctionnement. Il y a un mode stop qui dit on est obligé de correspondre. Avertissement, il dira c'est pas bon, est-ce que vous êtes sûr? Et on pourra faire oui ou non. Et information, il dit juste vous n'avez pas saisi la bonne valeur, et puis c'est tout. Il n'empêche pas de le faire. Donc moi je vais utiliser celle-là, l'information, et je vais mettre des valeurs. Oui, non, je sais pas. Ah tiens, il me met pas le bon truc. Je vais vérifier, j'ai peut-être mal saisi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû sélectionner, j'avais pas dû sélectionner le bon nombre de lignes. Je vais recommencer. Oui, donc option, liste, laquelle? Alors là, ah je peux pas. Ah, j'ai fait des bêtises. Afficher. Outils. Données. Valider. Oui, je vais effacer une liste que je vais chercher dans outils. Oui, non. Message de saisie, j'ai dit que j'en voulais pas. Alerte de l'erreur, c'était vérifier. C'était ce message-là. Et je veux information. J'espère que je ne me suis pas trompé cette fois. OK. Je vais remasquer mon outil tout de suite, pendant que j'y pense. Bon, généralement, on ne le masque pas pendant qu'on travaille, hein, c'est une fois qu'on a fini. Hein. Alors, je recommence. Oui. Non. Je ne sais pas. Voilà. C'est un message d'information. Je fais juste OK. Et je continue. Autre. Voilà, message d'erreur. Non. Oui. Je vais copier le oui jusqu'à la fin. Voilà. Et maintenant, imaginez, je suis en train de faire ça et j'ai plein de lignes. Je veux savoir lesquelles ont été vérifiées, enfin pas lesquelles ont été vérifiées, mais lesquelles on a mal saisi. Et bien en fait, je fais tout simple. Dans ce même outil, il y a un truc qui s'appelle entourer les données non valides. Je clique et voilà, ici j'ai les deux valeurs non valides. C'est très simple. Et je peux aller les corriger. Donc non. Et celle-là, on ne sait pas en fait, donc je mets rien. Et puis je peux demander à effacer les cercles de validation. Voilà. On met une valeur quand même. Fin de la partie concernant les formules et consolidation. Je suis déjà à 23 minutes, j'espère que je ne mettrai pas aussi longtemps pour le reste. J'ai été un peu loin pour la validation, mais c'est pas forcément très connu, c'est quand même très pratique. Les affichages. On va transformer cette plage de données, ça s'appelle une plage de données en fait, en un tableau. Et oui, un tableau. Cette fois, j'emploie vraiment le terme tableau, c'est-à-dire que Excel va connaître ça comme un tableau. Pour ça, je la sélectionne. Et dans l'accueil, je dis mettre sous forme de tableau. Je sélectionne un mode un style, c'est juste graphique, hein, on s'en fiche. Hop, et il me demande si mon tableau comporte des en-têtes. Bah oui, il y a des en-têtes puisque j'ai mis des titres à mes colonnes. Ok, voilà. Alors il m'a légèrement changé la présentation, il m'a mis des couleurs, il m'a agrandi les zones de texte. En quoi c'est pratique d'avoir un tableau? Bah, déjà, Excel sait ce que c'est. Il appelle tableau 1. Je vais le renommer et je vais l'appeler vente. C'est pas tout à fait ça, mais bon, on va l'appeler CA, tiens, allez. Même si c'est pas que ça dedans, on va l'appeler CA. Donc ça veut dire que je pourrais référencer le CA à différents endroits. Regardez, c'est pas pour maintenant, mais si je demande à insérer un graphique, alors
Alors déjà, premièrement, il ne met pas le nom, là, il faudrait le valider pour voir le nom. Mais en tout cas, vous voyez qu'il met mes données. Alors je ne les ai pas sélectionnées, j'étais juste sur une case du graphique, du tableau. Et il a déduit que j'étais dans le tableau CA et il me met les données correspondant au tableau CA. Voilà. Alors ensuite, en plus du fait de savoir, c'est que c'est très facile de manipuler un tableau. Il y a des filtres qu'on verra tout à l'heure. Et il y a également la possibilité d'étendre, surtout pour le formatage. Par exemple, si je veux ajouter le 13e mois, eh ben, je mets 13e mois, sans ES, et je fais Entrée. Et vous voyez, il m'a converti, il m'a mis les couleurs automatiquement comme il faut. Si je voulais pas, parce que je voulais pas forcément qu'il l'étende, je fais juste un annulé, CTRL-Z, et voilà, j'ai juste le 13e mois qui est en texte. Ça marche aussi pour les colonnes. Vérifier, autre. Voilà, il me l'a converti. Ça marche aussi si je remplis ici, hein. Je suis ici, je vais mettre un oui, hop. Voilà, il m'a appelé colonne 1, parce qu'il faut forcément un titre. Je peux aller le modifier. J'annule. Voilà, ça c'est les tableaux. C'est extrêmement pratique et grosso modo, moi je travaille pratiquement toujours avec des tableaux. Ils ont quelques limites, donc il y a des fois où on ne peut pas. Par exemple, si on veut avoir deux lignes d'en-tête ici, avec pour regrouper des colonnes entre elles, ça ne marchera pas. Mais pour la plupart du temps, c'est pratique. On peut l'étendre comme ça aussi au passage. Voilà. Alors, maintenant, je vais utiliser une de ces autres fonctionnalités, c'est que je vais ajouter... Alors, vous voyez ici, hein, j'ai tableau qui s'est ajouté. Et dans le tableau de création, je vais faire plusieurs choses. Déjà, je vais mettre une première colonne pour qu'on voit bien les nombres. Hein. Vous voyez que le scroll, il fonctionne toujours. Hein. Et je vais ajouter une ligne de total. Voilà, total. Il m'a calculé automatiquement un 12. Qu'est-ce que c'est que ce 12? C'est sous-total de vérifier. Alors 103, peu importe, c'est un format, on s'en fiche. De toute façon, la formule ne m'intéresse pas. Je ne veux pas avoir de nombre de trucs ici. En fait, il m'a compté le nombre. Hein. Il y a 12 mois, il m'a compté 12. Je veux pas ça. Par contre, je veux, comme il est demandé, d'avoir le total pour le nombre de commandes. Et bien ici, je pourrais mettre ma formule. Hein, je pourrais faire bêtement accueil, formule, somme de, et il me sélectionne les... Alors vous voyez, il n'est pas bête. Hein, il me dit total. Alors 109 c'est pareil, c'est du format, on s'en fiche. C'est le nombre de commandes, c'est la colonne, c'est-à-dire que maintenant non seulement il connaît le tableau, mais il connaît la colonne qui s'appelle nombre de commandes. Alors on va pas faire comme ça. On va ici tout simplement sélectionner la somme. Il me remet la même chose. Hein. C'est juste pour vous montrer deux façons de faire. C'est plus pratique de mettre ici le sous-total parce que y a moins de sélection à faire. Évidemment, si on rajoute des lignes, elles seront comprises dans le total, puisque là il connaît la colonne et la colonne du tableau, pas la colonne B. La colonne du tableau, donc la colonne qui va aller de la première ligne après les en-têtes jusqu'à la dernière ligne avant le total. C'est très pratique. Je le veux aussi pour le CA et pour le paiement. Hop. Il m'a ajouté sous-total CA et sous-total, pardon, hop, sous-total de paiement. Hein. Oui, là il a fait une sélection parce que quand on fait CTRL A, vous voyez, je sélectionne le tableau et non pas la feuille. C'est assez pratique. Le format n'est pas le bon, bien sûr, pour ces deux-là. Donc on va mettre le format comme ceci. Voilà, il m'a ajusté la taille de la colonne, hein, vous voyez, c'est bien pratique. Tout seul. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai indiqué? C'est tout ce que je voulais vous montrer pour l'instant. La suite, ça va se passer dans la troisième partie ou quatrième partie, je ne sais plus, on a fait quoi? On a fait la mise en place, on a fait les formules et consolidation, on est dans l'affichage, ah oui, en fait on était dans la première sous-partie de l'affichage de tableau, et maintenant on fait la mise en forme conditionnelle. Ça va nous mettre pas mal de visibilité. La première chose, c'est que on veut regarder la progression. On veut savoir où ça a progressé. Alors, on le sait, c'est où il y a oui, mais c'est pas très lisible. Moi, ce que je veux, c'est que ça saute aux yeux. Donc, je vais sélectionner la progression, ici. Alors, on peut pas la première ligne vu qu'il n'y a rien. Voilà. Et je vais pouvoir lui dire que je vais mettre des couleurs en fonction si c'est oui ou si c'est non. Pour ça, je vais dans la mise en forme conditionnelle. Il y en a plein. On va en voir que très peu, mais encore une fois, c'est un aperçu. On est déjà à une demi-heure. Hein. Règle de mise en surbrillance des cellules égale A. Il y a plein de conditions. Je vais faire égal. Si ça vaut non, je le mets en rouge. Vous voyez, il me l'a déjà fait derrière. Ok, je valide. Et si c'est égal à oui, alors là, il me le met en rouge aussi, ça ne m'intéresse pas, en vert. Ok.
là, ça saute aux yeux. Et si je change, par exemple, on est en train on change un chiffre, par exemple ici, si je mets, alors c'est le panier moyen, là c'est calculé, hein. Le panier moyen il est calculé. Pour l'augmenter, il faut que je baisse le nombre de commandes, donc je vais en mettre 5. Hop, et vous voyez, ici, il m'a recalculé le pourcentage n'a pas changé, il m'a recalculé le panier moyen, et il m'a changé la progression, automatiquement. Alors, il ne m'a pas rechangé le vérifier. C'est un truc qu'on pourrait faire, c'est que quand on change une valeur, le vérifier, il change. Alors, voilà, je remets 25. On a de nouveau notre valeur. J'en suis où? J'en suis là. Maintenant, on va faire la même chose sur vérifier. Je vous remonte la manip, c'est exactement la même. Mettre en forme conditionnelle égale à non en rouge. Mise en forme conditionnelle égale à oui en vert. Alors j'aurais pu utiliser la même chose, hein. J'aurais pu faire les deux colonnes en même temps. D'ailleurs, ici dans la mise en forme conditionnelle, vous pouvez aller gérer les règles. Et vous voyez, il y a plusieurs règles. Il y a 2 fois la verte et 2 fois la rouge, avec ici où ça s'applique. D'ailleurs, il ne m'a pas utilisé les colonnes parce que j'ai sélectionné des valeurs directement intérieures au lieu de sélectionner les colonnes. Et donc, bien sûr, hein, c'est dynamique aussi. Hein. Non, hop, ça passe en rouge. Il n'y a pas de souci. Maintenant, on va en utiliser un autre, très simple. On va regarder où il y a les meilleurs paniers. À quelle période on a les paniers qui sont les plus intéressants. Parce qu'on peut choisir de mettre l'effort commercial à l'endroit où les paniers sont le plus élevés. Ça peut être intéressant. Donc pareil, mettre en forme conditionnelle, on va utiliser cette fois les barres de données. Et je vais en utiliser une, par exemple celle-là. Hop, voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Alors il y en a d'autres, hein, des options, mais déjà on va se limiter à ça, ça permet d'avoir un aperçu. Encore une fois, je pourrais également faire une vidéo spécialisée sur la mise en forme conditionnelle. On va encore en faire une, elle est beaucoup plus compliquée, enfin beaucoup plus compliquée, elle est plus compliquée, si vous la comprenez pas, c'est pas bien grave, c'est pour montrer qu'on peut faire des choses qui justement sont plus compliquées. Je veux travailler sur les 100%, ici, ceux où on a reçu un 100%, il y en a 2 là actuellement, il y en a 3 même. Mais je ne veux pas colorier la case, je ne vais pas faire égal 100% de couleur, je veux faire toute la ligne. Eh oui. Alors, je vais sélectionner mes lignes. Alors non, je ne vais pas sélectionner les lignes, je ne veux pas progression vérifiée. Celle-là, je veux garder leur couleur, je vais faire sur la dernière. Donc, mise en forme conditionnelle, je vais faire une nouvelle règle de 0, je ne vais pas utiliser les trucs prédéfinis. Et je vais utiliser une règle, un peu comme dans Outlook pour les règles de courrier. Je vais ici utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Donc, appliquer une mise en forme aux valeurs pour lesquelles cette formule est vraie. Et là, je vais devoir la taper. Égale si. Alors, je pourrais mettre machin pourcentage, tout ça, ce serait même plus pratique. J'ai pas essayé, donc pour le moment, je vais le laisser comme ça. Je vais retirer par contre le petit dollar, parce que ici, il va toujours prendre $4 pour toutes les lignes. Pour toutes les lignes, il va regarder le pourcentage de la première ligne. Non, moi je veux bien qu'il regarde le pourcentage qui est en E, mais je veux qu'il prenne celui de la ligne. Donc je vais retirer le dollar ici. Ça, c'est les particularités sur comment nommer et naviguer dans les colonnes dans Excel. Encore une fois, ça pourrait être un cours à lui tout seul. Donc si E4, il vaut quoi? Il vaut 1. Pourquoi 1? 100%? Non. 100% c'est l'affichage. La valeur, c'est 1. Entre 0 et 1. Pour rappeler, c'est une division. Alors, si il vaut 1, alors je vais dire que c'est vrai. Si non, je vais dire que c'est faux. En réalité, il suffirait de mettre la condition, il comprendrait. Mais là, au moins, c'est plus lisible. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un format. On va mettre un remplissage avec assuré. OK. OK. Et vous voyez, j'ai bien mes deux lignes où c'est à 100% qui ont été mis. Je fais un autre exemple. Je prends ce CA là, je le copie là. Il passe à 100%, ça se rature. C'est pas beau, hein, je suis d'accord, on ferait pas ça normalement. Mais c'est pour illustrer. C'est pour illustrer le fait qu'on va formater plusieurs cellules en fonction de la valeur d'une cellule donnée. Voilà, on va arrêter là sur la mise en forme conditionnelle. Hein.
Et on va faire quelques manipulations maintenant de démonstration. Donc c'est-à-dire d'utilisation de tableau. Je veux n'afficher que les lignes qui ont été vérifiées. Hop, ou plutôt le contraire. Dans l'annoncé, je dis vérifier, mais je vais plutôt prendre celles qui n'ont pas été vérifiées pour justement les vérifier. Donc, j'utilise le filtre qui est ici. Ici, il y a, au niveau de vérifier la colonne, on peut faire plein de choses. On peut trier, on peut faire des tris plus ou moins compliqués, des filtres. Justement, c'est ce qu'on va voir. Donc là, je vais demander ceux qui sont un nom. Donc je décoche simplement la valeur oui. OK. Et j'ai plus que ceux qui sont un nom et je peux travailler pour vérifier celle-là. Donc imaginez, j'ai plein de lignes, et 10 000 lignes, et donc 10 000 ça fait beaucoup, j'ai 200 lignes, et il y en a certaines qui ne sont pas encore vérifiées, je reprends mon travail le matin, il faut que je continue à les vérifier, je filtre et j'affiche que les vérifiés. Je n'ai pas supprimé les autres, c'est juste un filtre. D'ailleurs, si j'efface le filtre, elles reviennent, il n'y a pas de problème. Je vais afficher maintenant les CA qui ont une... Alors ça c'est pas pour travailler, c'est pour exploiter les chiffres. Je veux les mois où le CA était supérieur à 1000 €. Donc je vais utiliser cette fois un filtre numérique. Je vais demander ceux qui sont supérieurs. J'ai supérieur ou égal à également. Là je vais prendre supérieur ou égal à. On peut le rechanger ici de toute façon. 1000. Ok. Voilà, j'ai les lignes avec un CA qui sont à plus de 1000. Ça fait déjà quand même pas mal de mois. C'est pratique. J'efface ça. Et maintenant, je vais faire un truc plus compliqué. Je veux les mois en re. Vous savez, les mois qui finissent par re. Septembre, octobre, novembre, décembre. Mais pas novembre. Comment je vais faire? Alors, je peux les sélectionner un par un. Je peux aussi faire une recherche re. Décembre, novembre, octobre, septembre. Et je veux pas novembre. Ok. Voilà. Tout simple. J'efface ce filtre. Et voilà, c'est tout sur les petites manipulations. Je voulais apprendre à utiliser les filtres. Vous avez également les tris et d'autres choses de ce genre-là. Dernière manipulation, très importante et que peu de gens savent faire, alors qu'en fait c'est pas forcément compliqué, c'est que je veux dédoublonner. Très souvent quand on a des listes, on a besoin de retirer les doublons. Souvent on a même besoin de comparer des listes. Donc qu'est-ce qu'on fait? On copie la première dans une colonne, la deuxième dans une autre colonne, on les trie éventuellement par alphabétique si on veut ou si on veut pas, et on va faire du dédoublonnage. Donc ici on va faire un dédoublonnage simple, on va faire un dédoublonnage sur le pourcentage. Bon, pas très intéressant, c'est juste un exemple. Je veux n'avoir que chaque pourcentage une fois. Ce qui n'a en pratique, je suis d'accord, aucun intérêt. Alors, j'ai sélectionné mon tableau et je vais aller au même endroit que je faisais la consolidation de données. Données. Et je vais utiliser la case du dessous qui s'appelle supprimer les doublons. C'est très compliqué. Supprimer les doublons. Ce qui m'intéresse, c'est les supprimer. C'est les pourcentages. Je vais dédoublonner sur les pourcentages. Donc pourcentage. Oh, il y avait un désélectionné tout, je suis bête. Ok. Voilà. Deux valeurs en double trouvées, supprimées. Il a pris la première ou la dernière, je ne sais pas, j'ai pas fait trop attention quels sont les réglages. J'annule ça pour récupérer toutes mes données. Et on a fini avec ces manipulations. On va maintenant regarder l'avant-dernière partie, la partie sur les graphiques. Très rapidement, on va créer un graphique sur le CA. Alors, je veux avoir le CA par mois. Donc, je sélectionne les mois. J'arrive pas à sélectionner directement le truc. Bon. Et le... Ah oui, non, mais bon, alors on va faire plus simple. Mois, CA. J'ai pas encore les outils pour faire ça. Décembre, mois, pardon, et CA. Donc, on va insérer simplement un graphique. J'ai dit un graphique circulaire dans l'énoncé. Il est là, le graphique en secteur. Celui tout simple, voilà, j'ai un graphique circulaire. Alors, il ne me l'affiche pas en termes CA parce que j'ai pas sélectionné la case, c'est pas grave. Je vais appliquer un style prédéfini. Il y a plein de choses à dire sur les graphiques. Encore une fois, on pourrait faire un cours sur les graphiques, même plusieurs cours certainement sur les graphiques. Alors, les styles prédéfinis, c'est ce qu'il y a là. Ça va tout de suite me donner un look génial, selon ce que je veux. Par exemple, un look comme ça pour faire alors, bien sûr, les textes sont mélangés, on verra après pour ça, mais pour faire un look flat, donc présentation flat, ou alors, hop, un truc plus flashy. Ici, voilà. Alors, comme je disais, les textes sont pas très visibles,
on va les mettre, on va les afficher comme texte ajouté. Les étiquettes de données, actuellement, on est sur le bord intérieur. Moi, je les veux en ajuster. Hop, et regardez, tac, 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 il me les met comme ça. Alors, il m'affiche le novembre, octobre, septembre, parce que j'avais dû les sélectionner. C'est pas forcément ce que je veux. C'est pas demandé dans la doc, mais je vais éventuellement le changer. Que je me rappelle où ça se fait, mise en forme peut-être. Non, c'est ici, je crois qu'on en sélectionne une. Bon, je sais plus, il faudrait quelques minutes pour le retrouver, tant pis, je vais pas le faire maintenant. Ensuite, je vais changer le titre. Donc il suffit de cliquer dessus. Hein. CA mensuel. Donc j'ai double-cliqué, donc il m'a ouvert la mise en forme, on n'a pas besoin. Hop, et il m'a réajusté les textes. Et ensuite, je veux faire ressortir juillet parce qu'il y a eu plus de ventes. Donc je le sélectionne une première fois, il m'a sélectionné en fait toutes les parts de la galette. Je clique une deuxième fois, il m'a sélectionné que juillet et je le décale légèrement. Et voilà, j'ai fait ressortir juillet. Tout simple, mais en présentation, ça change beaucoup. Voilà, on va pas aller plus loin sur les graphiques, hein. Il y en a plein, tout ça, ça vous pourrez tester. C'est juste pour montrer, c'était la question à l'origine, c'est pour vérifier que la personne savait faire des graphiques. Dernière partie, rapide aussi. On va faire des tableaux croisés dynamiques. Souvent, ça fait peur. C'est très pratique et c'est pas si compliqué que ça. Alors, là, un tableau croisé dynamique, c'est quelque chose qui permet justement de faire des croisements entre des données pour faire des espèces de rapports. Donc, on va commencer. Insertion, tableau croisé dynamique. Ok, alors j'ai demandé de le mettre sur une feuille qui s'appelle rapport, donc on va l'appeler rapport. Et Excel me le met là, mais c'est plus logique d'avoir d'abord les données et ensuite le rapport, à moins qu'on veuille juste consulter. Oui, c'est vrai, on peut vouloir consulter les rapports et aller dans les données quand on veut les modifier. Donc voilà, j'ai un tableau croisé dynamique, il n'y a rien dedans. Je vais mettre en ligne les mois, parce que je veux avoir janvier, février, mars, genre les mois comme dans mon tableau d'origine. Donc je vais les mettre dans les lignes. Voilà. J'aurais pu les mettre dans les colonnes, hein, regardez, hop, voilà. Il y a plein de façons de faire. Donc ici, je vais les mettre là, en mois. Encore une fois, c'est pas une présentation complète d'Excel, et surtout pas les tableaux croisés dynamiques. C'était pour vérifier qu'une personne savait le faire. Et donc ici, ça vous permettra d'avoir un aperçu de ce que c'est. Et éventuellement, si ça vous intéresse, je pourrais faire un cours plus détaillé. Donc ici, les mois en ligne, et je vais prendre le CA. Je le mets dans les valeurs. Et on obtient grosso modo la même chose que le tableau d'origine, sauf qu'il n'y a qu'une seule colonne. C'est pas très intéressant. D'ailleurs, je vais changer le format pour mettre ça en... Comme ça, c'est plus lisible. En fait, là, ce que je veux voir, c'est que je veux vouloir le CA cumulé. Alors, j'aurais pu le faire avec une formule dans le premier. Là, je veux juste ici voir le CA cumulé, le CA cumulé élément par élément. Donc, je peux faire bêtement, hein, je peux faire égal celui du dessus plus celui de gauche. Et sur le premier, je copie celui-là. Et je copie ça jusqu'à la fin. Ah, j'ai raté ma sélection. Hop, ça jusqu'à la fin. Ouais, bon, ça marche. Mais si je change les mois, voilà, c'est des mois, mais si je change le nombre de lignes, ça va pas marcher. Et puis si je rajoute des colonnes, ça va se décaler et tout. Non, je vais faire beaucoup plus simple. Enfin, non, c'est pas plus simple. Mais quand on sait le faire, c'est plus simple. Ici, ce champ-là, le somme de CA, je vais aller dans les paramètres du champ de valeur et je vais demander, alors on peut avoir ce que c'est comme type, hein, des sommes, des produits, tout ça. Là, je vais demander que l'affichage des valeurs, c'est un calcul. Je vais demander le résultat cumulé par mois. Et voilà, j'obtiens ici le résultat cumulé par mois. Alors c'est une fonction compliquée que j'ai choisie au hasard parmi les différentes fonctions. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est juste pour tester une personne. Et surtout, c'est quelque chose qu'en fait on a souvent besoin de réaliser. Ça paraît pas, mais très souvent, et on peut chercher longtemps. Alors qu'en fait, c'est tout bête. Voilà. Dernière petite chose sur ça,
c'est que je vais ajouter, pour montrer un peu l'intérêt aussi des tableaux de croix dynamiques, c'est que je vais rajouter un filtre. Je vais rajouter le filtre parce que je veux que ceux qui sont vérifiés. Donc vérifier, oui. Voilà. Et comme ça, j'obtiens que ceux qui sont vérifiés à n'importe quel moment. Grosso modo, vous avez ici un espèce de rapport prédéterminé. Ici, je ne touche pas au fil, je ne touche pas à mes éléments. J'ai un rapport, je pourrais en avoir plusieurs de créés, et je peux les utiliser tels quels, les imprimer. J'aurais pu faire aussi un graphique. Là, j'ai fait un tableau, mais on peut faire de la même façon un graphique. Voilà. Alors, bien sûr, on peut faire plein d'autres manipulations. Alors, c'est vraiment... alors, je sais pas, si je mets les pourcentages là, je pense pas que ça fera grand chose. Si vous avez les endroits où il y a un pourcentage. Donc là, vous avez les pourcentages 70, 80, 90. C'est pas les vraies valeurs, comme c'est un nombre, il m'a fait des échelles par rapport à la plus petite jusqu'à la plus grande et il m'a calculé les intervalles. Et il est venu me mettre ici les valeurs. Alors là, on est en cumulé, donc c'est un peu bizarre, évidemment, ce qui se passe. Mais c'est une possibilité. Si je remets la somme de CA, si je retire mon calcul, afficher les valeurs, aucun calcul. Ok, vous voyez bien, j'ai les mois où il s'est passé quelque chose et le total général. C'est très performant. Le tableau croix dynamique, on peut faire beaucoup de choses avec. Voilà. Eh bien, c'est tout pour la présentation. La présentation d'origine contenait également une partie sur les macros. Mais là, c'est vraiment beaucoup plus compliqué, surtout que les macros, en faisant des enregistrements, personnellement, je trouve pas ça très utile. Les macros, je les trouve utiles quand on va modifier ce qui est généré, c'est-à-dire quand on va dans le code et qu'on fait qu'on programme en fait des macros et qu'on modifie des macros enregistrés. Donc finalement, j'ai décidé de ne pas le voir cette fois-ci. Et bien voilà, donc on a quand même 3/4 d'heure de vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses et que ça vous donnera envie soit d'explorer par vous-même certaines choses que j'ai montrées, ou d'autres que vous avez pu voir dans Excel, ou que vous voulez, que vous désiriez que je fasse une présentation d'autres éléments, ou Philippe, ou Jacques, ou n'importe qui d'autre, de toute façon, au club. Y compris un animateur, un adhérent. S'il y a des adhérents qui s'y connaissent bien, qui veulent faire une présentation particulière sur un point, il n'y a aucun souci. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter un bon week-end et à la prochaine fois.